Un hiver passé dans la rudesse et l'obscurité de la nuit polaire arctique peut-il se transformer en l'arme tactique ultime? Ouais, c'est une question qu'on se pose pas tous les jours, ça, hein. Ah ben carrément pas, mais en fait comment ça peut aider à neutraliser l'attaquant le plus dangereux de la planète? C'est tout le paradoxe de cette histoire. Exactement. Et c'est vraiment la question centrale qui émerge de l'actualité sportive d'aujourd'hui. On est le 3 avril 2026, et ben la planète football a déjà les yeux complètement rivés sur le MetLife Stadium du New Jersey. Parce que le 23 juin prochain, il y a ce fameux match, quoi. Voilà, deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde, le Sénégal affronte la Norvège. Et du coup, on a un article de fond hyper intéressant publié ce matin par le média sportif sénégalais WeSport. Un article qui s'attarde beaucoup sur un joueur en particulier, d'ailleurs. Ouais, le défenseur international sénégalais El Hadji Malick Diouf. Et au-delà d'un simple face-à-face, ce texte nous offre une plongée super fascinante dans la biomécanique, la psychologie de l'isolement. Et surtout la charge cognitive au plus haut niveau, ce qui est passionnant. Bon, décortiquons tout ça. Le contexte est juste explosif. Ah ça, pour être explosif. Si on relie ça à la vue d'ensemble, il y a un cadre beaucoup plus large à poser avant même d'entrer dans la tête de Diouf. Vas-y, je t'écoute. En fait, ce match flotte pas du tout dans un vide compétitif. Il s'inscrit dans l'écosystème du groupe I, qui est probablement l'un des groupes les plus denses de ce premier tour. Bah oui, puisqu'on y trouve aussi la France et l'Irak. C'est ça. Et mathématiquement, tactiquement parlant, un groupe avec une telle densité, ça veut dire que la phase d'observation, elle n'existe pas. Tourner, c'est statistiquement se condamner. La pression sur ce Sénégal-Norvège, elle force les deux équipes à aborder la rencontre avec un niveau d'urgence absolu. C'est comme naviguer dans un champ de mines, en fait. La moindre erreur est fatale, et la clé de la survie, c'est l'information et la préparation mentale. C'est une excellente analogie. Ça modifie complètement la gestion des risques sur le terrain. Et cette notion d'urgence, elle est super frappante quand tu lis la première grosse déclaration de l'article. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, il affirme de but en blanc que la Norvège est actuellement la meilleure équipe nationale d'Europe. Ouais, ça c'est une sacrée déclaration quand même. Carrément. Venant d'un technicien qui prépare une confrontation directe, c'est pas juste une formule de politesse pour faire bien devant les caméras. Non, c'est clair. Surtout que, historiquement, le football européen est dominé par des nations avec des profondeurs de banc inépuisables, genre la France ou l'Espagne. Voilà. Du coup, placer la Norvège au sommet de cette hiérarchie, ça pose une vraie question sur la façon dont on évalue une équipe nationale en 2026. En fait, cette déclaration de Tichiaou, elle met vraiment en lumière un changement de paradigme. On juge plus une sélection juste sur l'accumulation de talents individuels qui jouent dans les plus grands clubs. C'est plus juste une collection de stars, quoi. Et l'article de WeSport apporte une précision énorme là-dessus. El Hadji Malick Diouf, il valide cette analyse en pointant vers un club spécifique, Bodo Glimt. Ah oui, le fameux laboratoire tactique norvégien. Voilà, Diouf souligne qu'il a décortiqué leur match récent et il prévient que c'est vraiment pas une mince affaire, hein. La Norvège s'appuie énormément sur l'identité de jeu de ce club. Donc c'est pas juste une question d'individualité. Non, c'est une question d'automatisme relationnel sur le terrain en fait. Mais attends, concrètement, comment l'identité d'un club se transfère à l'échelle d'une équipe nationale entière? On entend toujours parler de matrice de jeu, tout ça, mais sur le gazon, qu'est-ce que ça implique pour le Sénégal? Sur le gazon, ça implique d'affronter des circuits de passe préprogrammés. C'est-à-dire qu'une équipe qui s'inspire de Bodo Glimt, elle joue avec une structure de positionnement hyper rigide. Rigide, mais ça donne de la fluidité, c'est ça? C'est exactement ça. Les joueurs n'ont même pas besoin de lever la tête pour savoir où se trouve le latéral ou le milieu relayeur. C'est ce qu'on appelle les passes mémorisées. Ah, le jeu à l'aveugle, hein. Ouais, voilà. Face à une sélection classique qui a juste quelques jours pour s'entraîner, une équipe qui importe un système de club, elle a un avantage de synchronisation massif, quoi. Donc les courses croisées, les surcharges sur un côté, tout à une vitesse folle. Ça désoriente complètement le pressing adverse. Et Diouf, il le dit bien, hein, le danger vient pas du gars qui a le ballon, mais des trois autres qui bougent autour de lui. D'accord, mais je veux quand même soulever une objection là. L'article mentionne que Diouf a regardé leur match à la télé pour s'imprégner. C'est bien joli, mais est-ce qu'avoir regardé quelques matchs suffit vraiment pour déjouer toute une équipe nationale? Tu doutes de la méthode, là? Bah oui, ça me rappelle quelqu'un qui prétendrait maîtriser une recette de grand chef juste en ayant regardé Top Chef, tu vois. Tu regardes, tu te dis « Ok, j'ai compris la chimie » et puis tu te retrouves dans ta cuisine, t'as 20 invités, les casseroles brûlent. Et tu réalises que la théorie et la pratique, c'est pas la même chose.
Mais grave. Donc, le simple fait d'avoir analysé Bodo Glimt à l'écran, est-ce que ça donne vraiment les clés pour démonter leur système à vitesse réelle? C'est une super question. C'est vrai que la limite de l'analyse vidéo, c'est un problème central dans le foot moderne. Ton cerveau capte la géométrie sur un écran plat, mais il ressent pas du tout la pression temporelle ou physique du terrain. Voilà, c'est exactement ça. Sauf que, et c'est là que l'article de WeSport introduit une variable cruciale, la connaissance de Diouf, elle se limite pas à la vidéo en fait. Ah, on y vient? Eh ouais. Il a évolué de l'intérieur de ce système. Son passage en 2023 à Tromsø, un club norvégien, c'est la clé de voûte de tout ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Son parcours est juste fou quand on y pense. Ah bah c'est une trajectoire en accélération constante, c'est clair. Il passe par Tromsø en 2023, il joue 15 matchs en 8 mois, ensuite un transfert à prix d'or au Slavia Prague et paf, il atterrit en Première Ligue avec West Ham. Et ces 8 mois en Norvège, ils l'ont marqué au fer rouge. Totalement. La source utilise des termes très crus. Diouf avoue lui-même, je cite, « Le temps n'est pas facile, en tout cas pas pour moi, c'est complètement fou. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça dépasse le simple dépaysement touristique, quoi. Il y a une dimension physiologique et psychologique hyper violente. » Surtout qu'il venait d'un tout autre climat. Exactement. Il faut mesurer la violence du choc thermique. Tromsø, c'est bien au-delà du cercle polaire arctique. Mais physiologiquement, ça fait quoi de jouer au foot là-bas? Oh là là, ça modifie tout. Le froid extrême, ça altère la viscosité du liquide synovial dans tes articulations. Ah ouais, carrément. Donc chaque démarrage fait mal. Chaque changement de direction est laborieux. Les muscles mettent un temps fou à chauffer, ce qui augmente le risque de blessure. Et sans parler des pelouses synthétiques gelées. Qui change les rebonds et la vitesse du ballon. Exactement. Ton corps est littéralement en état d'alerte permanent, quoi. Mais pourtant, l'article lie directement cet environnement super hostile à sa progression. Il dit qu'il a beaucoup appris et qu'il a énormément progressé sur le mental. Bah ouais, c'est le principe de la résilience par l'inconfort, hein. Mais comment l'exposition à un climat aussi punitif se traduit par un avantage des années plus tard au MetLife Stadium? C'est de la neurologie, en fait. Quand t'es plongé dans la nuit polaire, ça dérègle tes rythmes circadiens. Et si tu dois performer physiquement par des températures négatives, tu subis une surcharge de stress énorme. Ton corps te hurle de rentrer te mettre au chaud. Voilà. Mais forcer ton système nerveux à ignorer ces signaux d'alarme pour te concentrer sur une tâche technique, genre contrôler un ballon ou anticiper une passe, ça forge des connexions neuronales spécifiques. Donc sa capacité à bloquer les distractions est devenue hors norme. C'est ça. Si t'as appris à rester concentré quand tes orteils gèlent et que le vent te brûle les poumons, crois-moi, la pression d'un stade de Coupe du Monde, ça devient un élément perturbateur de bien moindre intensité. C'est une leçon universelle au final. L'épreuve extérieure renforce la résilience intérieure. Et ce qui est fou, c'est que cette connaissance du foot norvégien va prendre une forme très concrète le 23 juin. Ah, tu penses aux retrouvailles, là? Ouais. L'article mentionne que Diouf va croiser Jostein Gundersen, l'actuel gardien de Bodo Glimt. Ils partageaient le même vestiaire à Tromsø. Ça rajoute une couche psychologique de dingue. L'information informelle, c'est souvent la plus précieuse. Partager un vestiaire pendant des mois, c'est observer un joueur dans ses moments de vulnérabilité. Diouf doit savoir comment Gundersen communique sous pression, non? Évidemment, il sait comment il gère la profondeur, il connaît son langage corporel avant une relance. C'est une banque de données empiriques que l'analyse vidéo classique peut pas t'offrir. Donc ça lui donne un avantage temporel énorme dès les premières secondes d'une action. Exactement. Bon, l'équation semble s'équilibrer. Le système norvégien hyper rodé contre le mental d'acier de Diouf forgé dans l'Arctique. Mais il y a un facteur X. Oula, le fameux facteur X qui fait trembler les statistiques. L'éléphant dans la pièce, oui. L'adversaire ultime qui échappe à toute préparation normale, Erling Haaland. La machine, comme l'appelle Diouf lui-même dans l'article. La machine, ouais, c'est clinique comme terme. On parle du meilleur buteur de la Première Ligue, l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Qu'est-ce qui le rend si impossible à gérer, même pour un gars comme Diouf? L'utilisation du terme machine n'est vraiment pas anodine. Ça décrit une constance presque algorithmique dans l'effort et la finition. C'est-à-dire? La plupart des grands attaquants ont des zones de confort, tu vois, mais lui, il fusionne un physique hors norme avec une compréhension spatiale hyper sophistiquée. Immobile hors de ton champ de vision pour s'activer dans la fraction de seconde où le ballon part. C'est un cauchemar cognitif pour un défenseur. La menace est explosive et imprévisible, quoi. Pourtant, l'article de WeSport mentionne un truc qui casse un peu ce mythe d'invincibilité. Diouf l'a déjà affronté en Première Ligue, West Ham contre Manchester City. Ah oui, le fameux match nul, un partout. Voilà. Un partout et surtout, Haaland est resté muet.
Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Si Diouf l'a déjà muselé une fois, le mystère est-il résolu? Ah, je tempérerai cet enthousiasme direct, hein. Diouf lui-même est très lucide là-dessus dans l'article. Il dit que Haaland est capable de marquer de toutes les manières possibles et à tout moment. Donc le plan de West Ham, on peut pas juste faire un copier-coller pour le Sénégal. Ben non. Cela soulève une question importante, la différence entre un match de championnat et une Coupe du Monde. Une réussite ponctuelle, ça garantit rien. En championnat, t'as la fatigue de la saison, les rotations, Alors qu'en Coupe du Monde, c'est de la survie. c'est du marche ou crève. Le contexte émotionnel modifie la biochimie. L'adrénaline explose. C'est là qu'on en revient à la concentration absolue. Faut pas cligner des yeux pendant 90 minutes. Si tu tournes la tête une seconde de trop vers le ballon, au lieu de scanner par-dessus ton épaule pour voir où est Haaland, c'est mort, tant qu'est-ce un doute. La marge d'erreur est inexistante. Mais du coup, tactiquement, comment tu le contiens? Bloc bas, marquage individuel. C'est une combinaison. Faut réduire l'espace dans le dos de la défense, ça c'est la base pour tuer sa vitesse. Mais surtout, faut gérer les demi-espaces et presser les passeurs. Empêcher le ballon d'arriver dans le bon tempo. Voilà. Et maintenir un contact physique permanent avec lui avant même qu'il déclenche sa course, pour le déséquilibrer. Ça demande une endurance mentale monstrueuse. Le cerveau est pas fait pour rester concentré à 100% pendant une mi-temps entière sans pause. Et c'est exactement là que la boucle se referme avec Tromsø. Face à une machine qui attend à moindre baisse d'attention, la faculté de Diouf à repousser l'épuisement mental, acquise dans le froid polaire, c'est sa meilleure arme. C'est une vraie guerre d'usure psychologique. Vertigineux. C'est le mot. Bon, si on résume l'exploration de ce Wii Sport d'aujourd'hui, ce choc du 23 juin, c'est pas juste un match. On a la Norvège, érigée en référence absolue par Pape Thiaw, avec la matrice collective de Bodo Glimt. Un système réglé au millimètre. Et en face, le Sénégal, avec un duo forgé dans les glaces norvégiennes qui connaît les secrets du vestiaire adverse et qui va devoir gérer la charge cognitive colossale d'affronter Haaland.